Les droits de l'enfant à l'épreuve des réalités quotidiennes. Nous l'avons envisagé hier déjà, les droits de l'enfant, bien que déclarés universels et inconditionnels, font l'objet d'applications inégales dans le monde et en France même. Nous avons évoqué ici et là les moyens difficiles à requérir et à obtenir, les contraintes budgétaires qui pèsent tant que les notions d'intérêt supérieur de l'enfant et de compétences parentales se trouvent parfois malmenées au profit de logiques strictement gestionnaires. L'action professionnelle, quelle qu'en soit la nature, est alors mise à mal dans ses fondements, dans les valeurs qui la fondent, c'est-à-dire dans sa dimension éthique. C'est cette réflexion que Yvan Rondelli nous propose de mettre au travail. Il est psychologue clinicien, psychothérapeute. Il nous arrive de Nouméa. Il n'a mis que 31 heures pour nous rejoindre. Merci. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça n'a pas été sans mal, mais ça s'est fait. Et ça, c'est plutôt chouette. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la seule place de laquelle je puisse parler, c'est-à-dire de la mienne. Et puis, je vais essayer de faire écho à la place des gens que vous accompagnez dans vos pratiques tous les jours, c'est-à-dire ceux qui sont supposés bénéficier de nos actions. C'est-à-dire que je parle plutôt, moi, que des bénéficiaires de nos actions, des supposés bénéficiaires de nos actions, parce que même si l'intention est là, parfois, malheureusement, ils n'en profitent pas à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé pouvoir en profiter. Ce que je voudrais faire pour commencer, c'est vous parler de Patricia. Patricia, qui est une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années, quand je travaillais dans un dispositif en tant qu'intervenant de la protection de l'enfance. C'était un dispositif d'exercice, c'était un lieu d'exercice de droit de visite. C'est-à-dire un dispositif qui était mobilisé quand les enfants ne pouvaient voir leurs parents, soit parce qu'ils étaient placés que par le prisme de droit de visite médiatisé, soit quand les parents étaient envoyés par le JAF dans des situations où ils étaient en conflit majeur les uns avec les autres. Notre job à l'époque, c'était de faire attention à ce que les gens puissent se recentrer sur l'intérêt supérieur de leur enfant, et c'est à ça qu'on essayait d'œuvrer jour après jour. Patricia est une dame qui nous arrive et qui a, on va dire ça comme ça, des troubles psychiatriques suffisamment luxuriants, une symptomatologie suffisamment luxuriante, que pour pouvoir être accompagnée, quand elle vient en droit de visite voir sa fille, par une infirmière psychiatrique. Cette infirmière psychiatrique qui vient se propose à ce moment-là de rester avec nous pendant le temps de l'entretien. Il se trouve que l'intervenant qui va réaliser l'entretien de mise en place de ce droit de visite, c'est Bibi. Donc quand je la vois, je dis, moi, fort de tout ce que je pense, de cette idée que chacun doit rester à sa place, qu'on doit pouvoir faire exister plusieurs facettes d'une même personne, je dis à cette infirmière psychiatrique qui très gentiment s'était proposée, je réponds, c'est gentil, mais ici, on ne reçoit pas la malade mentale. Ici, on reçoit la maman. Donc je vous remercie, mais on va se débrouiller sans vous. Se trouve que je fais l'entretien, plutôt fier de moi en plus, en mode j'ai tenu quelque chose. Les droits de visite se mettent en place, et quand les droits de visite se mettent en place, cette infirmière psychiatrique va se proposer à chaque fois, puisqu'elle amène depuis l'hôpital Patricia, de rester pendant le temps de droit de visite en disant si vous ne maîtrisez pas tout de son comportement, moi je pourrais vous donner un petit coup de pouce s'il y a besoin. À quoi je lui réponds, c'est gentil, mais votre mission s'arrête au portail de la structure, nous on gère ce qui se passe dedans, vous ensuite, vous verrez, vous la récupérez après le droit de visite. Et du coup, le droit de visite se passe. Alors effectivement, il y a une symptomatologie luxuriante, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment, ça se voit fort marqué. Reste que la petite poupée qu'elle vient voir semble s'en accommoder, mais d'une manière déconcertante. Le droit de visite se termine, et quand le droit de visite se termine, comme je suis un gros clopeur, j'étais en train de fumer des cigarettes dehors, l'infirmière psychiatrique rentre pour récupérer Patricia, et quand elle récupère Patricia, elle lui dit « c'est maintenant, il faut y aller, il faut dire au revoir à la petite ». Quand Patricia va dire au revoir à la petite, elle va plonger sa main dans sa poche, et elle va sortir un billet de 20 € qu'elle va tendre à sa petite fille.
Et là, il y a l'infirmière psychiatrique qui va lui dire « Patricia, c'est trop pour une enfant de cet âge-là. Que voulez-vous qu'elle fasse de 20 €? Allons, essayez de réfléchir un peu à ce que vous proposez à votre fille. » Sur le moment, je sens comme une espèce de tension qui me monte, moi. Hein, comme on dit plus bas, la bouffaïsme monte un peu aux narines. Mais je ferme ma bouche et je fume, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Patricia, elle va ranger ses 20 € dans sa poche. Elle est peut-être folle, mais elle n'est pas bête. Elle sort un billet de 10 et elle le glisse à sa fille. Et l'infirmière va reprendre en lui disant « Patricia, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que vous voulez qu'une enfant de 5 ans fasse de 10 €? Essayez de vous montrer raisonnable. » Patricia range son billet, moi ça monte encore un peu plus, et elle va finir par sortir 2 € qu'elle donne à sa petite. Et quand elle donne 2 € à la petite, sa maman va lui... c'est rigolo d'ailleurs, le plus intéressant. L'infirmière psy va lui répondre « Eh ben voilà, vous voyez quand vous voulez. C'est pour ça que vous êtes chez nous, Patricia, parce que vous n'êtes pas raisonnable. Alors, essayez de vous montrer raisonnable et vous pourrez sortir plus vite. » L'infirmière récupère Patricia et s'en va avec elle. Et moi, c'est plus en colère que je suis, c'est survénère. Je suis à 2000. Et les clopes, je les enfile les unes après les autres. Je suis en colère, mais je ne sais pas dire pourquoi. Et à un moment, je vais mesurer et me dire « Ah, je sais pourquoi je suis en colère. Comment elle lui parle? Pourquoi est-ce qu'elle lui parle comme si c'était une demeurée? Pourquoi est-ce qu'elle lui parle comme à une malade mentale? Je lui ai dit que ce n'était pas le projet. » Et puis si je pousse un peu plus loin, ce que j'ai fait à ce moment-là, après coup, hein, il a fallu que ça retombe un peu quand même, on ne va pas se mentir, je me suis dit, en fait, ce n'est pas après elle que tu es en colère, c'est après toi. Parce que toi, tu as fait valoir des choses, tu as fait exister quelque chose, mais tu ne l'as pas tenu. Et là où ton job, c'était de lui permettre à elle de s'expérimenter autrement dans cet espace-là, tu as fini par te ranger implicitement à ce qui était en train de se jouer sans bouger. Dit autrement, tu as participé à ce qui est pour moi quelque chose qui est un des actes de violence les plus forts qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est à l'attaquer dans ses appartenances symboliques. Cette dame était venue en tant que maman, et moi, alors que j'avais vendu le projet, que je l'accueillais en tant que maman, je l'ai accueillie comme une malade mentale. J'ai laissé la place à ce que ça se déroule de cette manière-là. Cette expérience-là m'a fait violence, fort. Et ça m'a fait violence parce que pour le coup, alors vous allez dire que je suis peut-être égocentré, c'est possible, on ne va pas se mentir, c'est possible. Mais ça m'a fait violence parce que ça m'a rappelé les fois où moi, j'avais pu vivre ça, que ce soit en institution ou personnellement. C'est-à-dire toutes ces petites situations dans lesquelles, alors que les travailleurs sociaux, c'est connu de tous, hein, on est tous hyper bienveillants les uns vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis des gens qu'on accompagne, évidemment, ça tombe sous le sens, mais même entre nous, entre collègues. Hein, on est hyper porteurs les uns pour les autres, hyper ouverts. C'est notre travail d'accepter ça. Et bien, ça m'a rappelé toutes ces situations dans lesquelles, quand en réunion, par exemple, tu proposes une idée un peu différente, ou tu poses une question pour dire excusez-moi, en fait, pourquoi ça? Pourquoi comme ça plutôt que autrement? Je m'étais entendu dire c'est la jeunesse. Ça va passer. Hein? Moi aussi, quand je suis arrivé, j'étais jeune, j'étais un chien fou comme toi, je pensais les choses, je voulais révolutionner le monde. Mais avec le temps, tu verras. Hein? Grosso modo, comme dit la chanson, si à 20 ans, tu n'as pas envie de tout casser, c'est que tu manques de foi. Si à 50, tu n'as pas compris que ça servait à rien, c'est que tu n'as rien compris. Pas sûr de l'idée quand même. Pas sûr de l'idée. Et je suis convaincu que les gens qui sont ici présents partagent cette idée-là en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de vouloir arrêter de proposer quelque chose quand c'est la mission qui est la nôtre. Et puis ça m'a rappelé aussi ce monsieur à qui je pense tout particulièrement aujourd'hui. C'était un, comment on appelle ça? Conseiller d'orientation psychologue, en 3e, que j'ai rencontré. Moi, j'étais fort de mon fait, hein. J'étais au taquet. Franchement, j'étais Goldorak. C'est-à-dire que rien ne pouvait m'arrêter. Je voulais devenir médecin. Et quand le COP m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et que je lui ai dit « Médecin », il a pouffé de rire en regardant mes résultats, puis il m'a dit « Dis, copain, on va se dire un truc, c'est que si déjà tu arrives à avoir ton bac un jour, bon, bah déjà tu pourras dire que tu es content. » Aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour lui, où qu'il soit, je le regarde, puis je fais « Tiens, chien, regarde. » Tu vois? Voilà.
Merci pour lui, ça lui fera plaisir sûrement. L'idée que je veux, là où je veux en venir, parce que je sais que le temps nous est compté et que je peux vite digresser assez facilement, l'idée où je veux en venir plutôt, c'est l'idée que pour moi, dans l'accompagnement socio-éducatif, psychomédico-social, tout ce qu'on veut, il y a une dimension qui est absolument incontournable. Et encore une fois, je sais que je prêche des convaincus. C'est le respect de la dignité des gens qui sont en face. Et le respect de la dignité des gens qui sont en face, si jamais je pense que c'est une notion absolument capitale. Et on viendra après sur comment est-ce qu'on peut essayer de la faire exister le plus possible. Si c'est une notion absolument capitale, c'est que j'ai eu la grande chance de rencontrer un jour dans mes pérégrinations un monsieur qui s'appelle Jean Maisondieu, dont probablement un certain nombre d'entre vous ont déjà au moins entendu le nom, lu des bouquins ou rencontré. Si vous avez eu la chance de le rencontrer, il est absolument formidable cet homme-là. Il est d'une humilité confondante. Ce monsieur-là parle d'un sujet qui m'a beaucoup marqué et sur lequel je travaille maintenant énormément, c'est la question de l'autricide. Et l'autricide, selon Jean Maisondieu, excusez-moi, selon Jean Maisondieu, l'autricide, c'est une espèce de suicide social, mais un suicide qui n'est pas programmé par la personne, qui est agi par l'extérieur. Et cet autricide-là se produit dès lors que, justement, il y a quelque chose où la personne ne peut plus se sentir entendue dans la dignité qu'est la sienne, c'est-à-dire que quelles que soient les valeurs qu'elle prône, quelles que soient les manières qu'elle ait de voir le monde, on la renvoie continuellement au fait que cette manière de voir les choses, ou cette manière de concevoir les croyances qui sont les siennes ou autres, c'est gentil, c'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on attend. Dit autrement, un des risques majeurs pour moi, je voulais intituler mon intervention au départ « Quand la protection de l'enfance se retourne contre ceux qu'elle est censée protéger ». Mais pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la malveillance des travailleurs sociaux, ni à leur incompétence, évidemment pas. C'est quand dans le processus relationnel, en tout cas dans la lecture qui en est la mienne, et je ne prétends pas avoir la vérité, que les choses soient claires, mais dans la lecture qui en est la mienne, c'est ce qui peut se passer quand dans le processus relationnel, quelque chose vient à manquer sur cette dimension respect de celui qui est en face, respect de la dignité de celui qui est en face. Tu as le droit de voir le monde autrement que comme je le vois. Tu en as d'autant plus le droit que philosophiquement, c'est un courant très documenté, ça s'appelle le constructivisme. C'est-à-dire être capable d'envisager que chacun de sa place vit non pas dans la réalité, mais dans sa réalité. Et que sa réalité, aussi déconnante qu'elle puisse paraître aux yeux des valeurs et des normes prônées par l'ensemble du groupe, c'est sa réalité. Et que si on en fait fi, on risque de passer à côté de quelque chose, pour ne pas dire de l'essentiel. Il y a un monsieur que je voudrais évoquer aussi là, qui s'appelle Muzaffer Sherif, qui était un psychologue social, qui m'a aussi beaucoup bouleversé pendant mes études, puisque Muzaffer Sherif, qui a travaillé énormément sur les processus de normalisation, disait de la norme, il avait ce génie absolument incroyable qu'ont beaucoup de gens, et que je n'ai pas, malheureusement, c'est-à-dire de synthétiser les choses en très peu de mots. Et tout son travail à lui, il pouvait le synthétiser en disant « la norme ». Quelle que soit la norme qui soit mise en place, elle ne dit jamais le vrai. Elle dit ce qui est désiré par le groupe qui l'a produit et elle dit que cette norme-là vaudra tant que le groupe sera d'accord de la produire. Mais le jour où on change, on change. Cette chose-là, j'y suis confronté, vous l'avez entendu tout à l'heure, je vis à Nouméa depuis quelque temps. Ça se voit peut-être au teint, je ne sais pas, j'espère. J'avais juste pour espoir que ça dure le temps de vous voir. Après, même si je redeviens blanc, c'est pas grave. Mais je vis sur Nouméa, et à Nouméa, la dimension interculturalité est assez forte marquée sur le Caillou de manière générale. Vous avez des gens qui viennent de tous les endroits de l'Océanie, et vous avez des gens qui se confrontent sur des positionnements, des visions des choses qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais la Nouvelle-Calédonie est encore, en tout cas tant que le référendum ne donne pas accession à l'indépendance, est encore un territoire français, administrativement parlant, avec une construction des choses qui est française. Il existe à Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelle, par exemple, pas le bastonnage, parce que ce n'est pas tout à fait à ces termes-là que c'est utilisé, mais c'est une correction physique qui se donne des anciens sur les jeunes, quand les jeunes font quelque chose qui ne convient pas. C'est tout à fait critiquable, c'est tout à fait discutable, c'est tout à fait... Allez, on peut avoir des idées très différentes dessus. Le fait est seulement que si jamais on ne respecte pas
cette culture-là et la façon dont ça se produit, c'est-à-dire de pouvoir dire, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien ce que vous faites, je dis que par rapport au système de normes et de valeurs dans lequel vous êtes inscrit sociétalement, ça va poser des questions, ça va poser des problèmes, cette affaire-là. La seule chose, c'est que si jamais on part du principe que la valeur vaut, que la norme vaut pour tout le monde, partout, indifférenciément, de manière indifférenciée, ça n'existe pas indifférenciément, d'ailleurs. Donc, de manière indifférenciée pour tous, on prend le risque de venir maltraiter des gens dans leurs appartenances. Et ça a un effet très concret. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, puisque cette pratique-là de l'asticage n'est pas valorisée, ou n'est même pas prise en compte, il n'est pas question de la valoriser, mais simplement prise en compte, vous avez des parents qui décident de dire « on ne peut plus, on ne bouge pas ». C'est comme ça qu'on avait appris à faire. Donc on ne bouge plus. Le fait qu'il ne bouge plus fait qu'il y a moins de signalements ou de choses comme ça. On est d'accord? Reste que ça ne dure qu'un temps, parce que les jeunes mesurent que ce qui était vrai ne l'est plus. Puisque ça ne l'est plus, ils poussent les limites plus loin. Et en poussant les limites plus loin, nous, les travailleurs sociaux, on leur envoie l'idée, dis donc, vous ne pouvez pas les tenir, vos jeunes, un peu, là, comment ça se passe? Et il y a des papas qui peuvent te dire, vous nous dites de les tenir, moi je veux bien, mais quand j'essaie de faire valoir comment est-ce que moi je le tiens, tu me dis que ça ne va pas. L'idée n'est pas, entendez-moi bien, hein, l'idée n'est pas de penser que ces pratiques-là sont des pratiques qui sont à valoriser, à faire exister ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Mon propos, il s'inscrit clairement dans une pensée oslosienne. Pour ceux qui connaissent Guy Oslos, encore une fois, j'imagine pas mal d'entre vous, sur la notion de la compétence. Et la compétence, selon Guy Oslos, c'est la capacité que nous avons tous et toutes à mobiliser nos ressources, notre énergie, nos volitions en vue de point de suspension. Partir du principe que quelqu'un est compétent par définition, c'est lui reconnaître le fait que son comportement peut ne pas être adapté, peut ne pas être socialement acceptable, peut ne pas être légal, mais il est en tout état de cause adaptatif. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, de la place qui est la sienne. Ça ne veut en aucun cas dire que les choses doivent rester en l'état, mais ça veut dire qu'il faut bien partir de là où les gens en sont et pas forcément les attendre là où on voudrait qu'ils soient. Les attendre là où on voudrait qu'ils soient, pour ceux qui ont déjà rencontré Guy Hardy, j'ai cru que j'avais déjà dépassé. Non? Ça va? Faut y aller. 10 minutes? Ok, faut y aller. Ok, ça marche. D'accord. Donc, Guy Hardy, je vous disais que j'ai la chance de compter parmi mes amis, et pour ceux qui l'ont déjà lu ou vu, vaut mieux le voir que de l'entendre. Hein. Vaut mieux l'entendre que de le lire, je veux dire, hein, dans l'absolu. Hein. À lire, il est plus... Je ne sais pas lui faire offense de dire ça. Mais en tout état de cause, dans la question de ce qu'il met en œuvre, c'est ce qu'il dit quand il dit « Quand on se met à vouloir que les gens veuillent ce qu'on veut qu'ils veuillent pour leur bien, en faisant fi du fait que eux, ils ne considèrent pas ce qu'on a vu que nous comme un problème pour eux comme un problème. Et puis en plus, ils ne nous connaissent pas, nous, mais il faut qu'ils nous fassent confiance assez que pour qu'on puisse travailler ensemble. Et en plus de ça, ils seront gentils de faire suffisamment semblant de vraiment vouloir ce qu'on veut qu'ils veuillent pour leur bien, parce que s'ils ne le font pas suffisamment bien, on va les suspecter de le faire que pour nous faire plaisir, et pas parce qu'ils pensent vraiment que c'est ce qu'il faudrait. D'accord ? Encore une fois, merci pour lui. J'enverrai un petit texto après pour lui dire « Mon pote, t'as fait carton. T'as fait carton. » En venir maintenant à cette idée centrale pour moi, encore une fois, c'est cette idée que dans le travail social, comme dans la vie de tous les jours, en tout cas dans la lecture qui en est la mienne, tout dépend du regard que vous portez sur les gens. C'est-à-dire qu'en fonction du regard que vous portez sur les gens, la manière que vous allez avoir de vous comporter vis-à-vis d'eux va être impactée par ça. Et si on commence à regarder les gens comme compétents, comme fondamentalement compétents, ça ne veut pas dire encore une fois que ce qu'ils font est socialement acceptable, adapté ou légal. Mais si on les voit comme étant des gens qui font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent là où ils sont, alors on peut commencer à travailler, à se dire comment est-ce qu'on oriente la compétence un bout autrement, histoire que les choses puissent rentrer peut-être un peu plus dans quelque chose qui est ce qui est pensé comme mieux sociétalement, sans leur faire offense au niveau de ce que eux ils vivent et comment est-ce qu'ils le veulent. C'est de ne pas leur demander de faire leur un problème qui n'est pas le leur,
Nous, ça nous pose un problème, à la société, ça en pose un, aucun problème, ça. Mais pourquoi diable faut-il qu'eux pensent que c'est un problème aussi, pour être considérés comme des gens qui pensent correctement? Et pour le coup, j'en viens à la question de l'éthique rapidement. La question de l'éthique, éthique et morale, sont pour moi sœurs. Dans la question de la philosophie, c'est un bout comme ça que c'est pensé. Et toutes les deux, elles se fondent sur les valeurs et les normes dont on a déjà parlé. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que la morale, elle prescrit. L'éthique, elle questionne. Et même si on peut être pas du tout d'accord sur le comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre les choses, c'est-à-dire sur l'aspect normatif des choses, le respect de l'aspect normatif des choses, on peut partager la question des valeurs qui sont derrière. La plupart des parents qu'on rencontre, en tout cas c'est ma conviction viscérale, la plupart des parents qu'on rencontre, et je me mets dans le lot parce que je suis parent, ils ont une peur viscérale de ne pas faire les choses comme il faut. Ils ont une peur viscérale de ne pas être là où on attend qu'ils soient, ou de ne pas être les parents qu'ils auraient voulu être pour leurs parents, pour leurs enfants. Reste que, si à cette peur viscérale-là vient se rajouter la peur d'aller en parler à des travailleurs sociaux qui sont censés les épauler, alors vraiment, je crains fort que le système de protection de l'enfance finisse par se retourner contre les gens qu'il est censé protéger. Éthiquement, ce qui peut être intéressant de faire, des options, il y en a plein, et je vous invite, je vous encourage, je vous enjoins à développer toute la créativité qui est la vôtre pour regarder comment est-ce que les choses peuvent se danser un peu autrement. Comment est-ce qu'on pourrait faire un bout, un pas de côté pour pouvoir essayer de faire attention à ces affaires-là. Reste que, je vais vous proposer ce que nous, on a mis en place à Nouméa. À Nouméa, alors, on n'est pas aussi nombreux que là. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a autant de travailleurs sociaux sur le territoire que ce qu'il y en a dans la salle aujourd'hui, hein, c'est clair. Reste que, j'ai proposé de mettre en place ce qu'on appelle un café social. Café social, c'était pour que ça ne fasse pas peur aux patrons, hein, aux différentes institutions. On a mis en place un café social qui est centré sur la question de l'éthique et de la régulation. Et j'ai le grand bonheur d'avoir 100 travailleurs sociaux par mois qui viennent se joindre à ce café social juste pour se faire du mal, encore un peu plus, pour remettre en question les idées qui sont les leurs, pour partager les uns avec les autres. Ils viennent d'univers très différents les uns des autres, avec à l'idée soyez pas d'accord, posez-vous des questions, juste pour voir sur quoi ça s'appuie, comment est-ce que ça se fonde, etc. Je vais devoir en rester là parce que je pense que le temps, voilà, est arrivé à son terme. Et pour ceux que ça intéresse, il y a quelque chose de très intéressant qui peut être mis en place en équipe, si ça vous tente, évidemment. C'est développé par nos amis canadiens et ça s'appelle la délibération éthique. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet avec une facilité déconcertante. Et il y a quelque chose qui vient prendre en compte le fait que les valeurs qui sont les nôtres, les normes qui sont les nôtres, ne sont pas plus critiquables que celles de quelqu'un d'autre. Elles font partie de notre système à nous de pensée et de construction du monde. Donc on ne va pas essayer de les annihiler au profit d'autres. On va les prendre en considération, mais on va les prendre en considération pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire nos valeurs à nous. Et je voudrais terminer en citant une petite phrase que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien me faire du bien, alors je vais la citer. C'est une petite phrase qui vient aussi de la philosophie, alors d'un monsieur qui n'a pas été que l'ex-monsieur Carla Bruni, c'est aussi un philosophe qui s'appelle Raphaël Enthoven, avec des choses plutôt pas complètement inintéressantes dans son propos. Et il a une petite phrase dans un livre qui s'appelle Big Brother, qui me paraît vraiment très intéressante, notamment d'une actualité folle pour le travail social. Cette petite phrase, c'est de dire, quand on se met à évaluer, c'est-à-dire à donner un prix, à donner une valeur à un comportement, quand on le fait indépendamment ou pas en co-construction avec celui qui est en face, c'est toujours, on prend le risque, encore une fois, le temps d'une bouffée d'orgueil, et on prend le risque à ses dépens d'oublier que personne, à commencer par tout le monde, n'a les moyens de se montrer condescendant. Un immense merci et bonne continuation à vous.
Merci. Alors, moi, c'est très clair, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, hein, mais alors, pas du tout. Hein. Mais bon, je ne peux pas les empêcher non plus de s'exprimer. Et puis, ils sont plus nombreux que moi. Donc, alors, merci pour cette réaction chaleureuse qui vous signifie tout l'intérêt, évidemment, que l'auditoire a pu prendre à vos propos. Vraiment, merci. Et puis, merci d'avoir condensé ce propos de sorte que nous ayons 10 bonnes minutes pour échanger avec vous, questionner. Alors, vous avez toujours la possibilité d'envoyer quelques questions par SMS. N'hésitez pas, je ne crois pas qu'il y en... Il y en a une. Alors, on va la prendre tout de suite. Et puis, ensuite, on ferait circuler les micros. Et pourriez-vous me dire ce qu'est la dignité? Parce que j'ai déjà entendu... Ah là là! Avec un micro, ce sera quand même encore mieux. Déjà, un immense merci. N'en faites pas trop parce que sinon, moi, je vais me relancer. Hein. Il suffit, si vous avez... je repars. Hein. Donc, il est coquin. Elle est gentille, la question. Ce que c'est que la dignité. Alors, la dignité, d'ailleurs, pour Jean-Marie Le Pen comme pour tous les autres, je pense que lui devrait l'entendre, pas que pour lui, dans l'absolu. La dignité, en tout cas dans le sens qui est celui que moi j'en entends, c'est le respect du narcissisme profond de celui qui est en face. Ça calme, hein? Ouais, voilà, je savais. Le respect du narcissisme profond, ça passe par 2 écueils à éviter, si possible. C'est-à-dire ne jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire sur le moment, mais ne pas le considérer comme incapable de le faire plus tard, et ne jamais lui demander... Enfin, ne jamais faire à sa place quelque chose qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que pour moi, la dignité, ça se définirait comme ça, dans quelque chose qui est une navigation à vue entre ces 2 écueils-là. Merci. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite prendre la parole tout de suite? Intervenir, questionner, réagir? Ce doit être faisable. Les micros peuvent circuler? Pas de problème, donc vous vous manifestez et on essaiera de vous apercevoir. Le temps que peut-être vous réagissiez, moi je me permets un commentaire ou dialogue à propos de la dignité. Je suis très frappé par l'usage que l'on fait de l'expression « perdre sa dignité ». Il y a donc des gens qui la perdraient, leur dignité. Est-ce que ce n'est pas tout simplement moi qui, par moment, deviens incapable, pour quelque raison que ce soit, de la leur reconnaître, cette dignité que justement ils n'ont pas perdue, quel que soit leur... J'imagine qu'on partage ça. Allez, question ? L'adhésion était si forte qu'elle se passe de commentaires. Et ce que j'adore, c'est que ça voudrait dire que tout ce que j'ai raconté était clair. J'adore l'idée. Hein. Oui ? Ah, pardon. Allez-y. Bonjour. Moi, je m'interroge sur le respect, en effet, des compétences. Évidemment, je pense qu'ici, on est tous d'accord. Après, je refais le lien avec la journée d'hier et jusqu'où on place le curseur par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant quand on est face à des situations, en effet, où il y a de l'interculturalité et de la maltraitance physique, éventuellement des enfants. Voilà, ça fait toujours débat en équipe, même jusqu'à l'audience. Savoir jusqu'où on laisse la possibilité aux parents de, en effet, faire évoluer leurs compétences. Alors, pour le coup, merci encore de l'intervention. C'est correct. Cette question-là, tu dis qu'elle est encore en des... Pardon, excusez-moi, j'ai une fâcheuse tendance, j'ai failli dire autre chose, une fâcheuse tendance à tutoyer dans le travail. Je suis désolé pour ceux que ça peut brusquer. Puis alors, je ne vais pas vous dire, ça ne s'est pas calmé avec le fait d'arriver sur le caillou. En tout cas, merci pour votre intervention. Et pour dire qu'effectivement, cette question-là, je crois qu'elle sera... il nous reste du temps avant qu'elle soit tranchée, si tant est qu'elle puisse l'être un jour. Ça voudrait dire qu'on est tous suffisamment clairs sur ce que ça veut dire que l'intérêt supérieur de l'enfant,
Ça voudrait qu'on ait tous suffisamment au clair sur ce que ça veut dire que le soutien de la compétence des parents. Ça voudrait dire que on peut essayer de projeter ce qui sera, c'est de la prospective, ce qui sera le mieux pour l'enfant. La question qui se pose pour moi toujours, en tout cas une des pistes de réponse que j'ai trouvées avec les équipes que j'ai accompagnées, que je continue à accompagner, et dans ma pratique personnelle aussi, c'est d'essayer de me dire justement, est-ce qu'il y a la possibilité de co-construire cette affaire-là, d'essayer de sonder un bout, comment est-ce que ça se danse. Je vous donnerai un exemple de ça. Alors encore une fois, désolé, c'est un exemple qui va être coloré par là d'où je viens, mais je pourrais vous en donner d'autres sur le territoire métropolitain sans aucune espèce de difficulté. Je prends ça celui-ci parce que c'est le premier qui me vient. Il y a une petite île à côté de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Lifou, qui fait partie des îles de Loyauté. Superbe endroit, hein, si jamais ça vous tente, magnifique. Et à Lifou, eh ben, comme partout sur le Caillou, vous avez une présence, une importance de la dimension coutumière absolument fondamentale. Il se trouve que la situation que je vous évoque, c'est une jeune fille qui se fait astiquer par son papa, puisque c'est toujours les hommes qui astiquent. Elle se fait astiquer par son papa et elle se fait astiquer au point que le travailleur social se dise « Halt, stop, on arrête, maintenant on la place ». Et la maman de cette petite fille, de cette jeune fille, pardon, pas de cette petite fille, de cette jeune fille, va intervenir auprès de l'intervenant social en lui disant juste, il y a une chose, ne la placez pas. L'intervenante, pensant que c'était dans la question, je ne veux pas être séparée de mon enfant, lui dit, j'entends la souffrance que ça peut vous faire vivre, madame, mais il va nous falloir la sortir de là. Et la maman lui a répondu, c'est pas ça, c'est que vous risquez de mettre en péril son appartenance pour la suite. C'est-à-dire que si vous la sortez d'ici, elle perd sa place ici. Dit autrement, vous ne la sortez pas que de son réseau parental ou de cette relation-là, vous la sortez d'une de ses appartenances. Et ça, à gérer par la suite, c'est pas toujours évident et c'est elle qui va devoir le gérer. Donc il y a cette idée, encore une fois, c'est pas pour prôner le non-placement, ce serait totalement ahurissant de tenir ces propos-là, mais c'est vraiment dans l'idée de prendre le temps, de poser les choses, d'y réfléchir et d'essayer de voir, en fonction de ce qu'on a à disposition comme élément, c'est quoi la décision qui nous paraît être, si ce n'est la meilleure, au moins la moins pire. La question que l'on peut faire rebondir, c'est peut-on se contenter de ce moins pire? C'est Hannah Arendt, je crois, qui nous disait que nous avons à comprendre, je cite de mémoire, que le moindre mal, c'est encore du mal. Alors, comment vivre avec? Ce que je crois, en tout cas par rapport à ce que vous dites là sur Hannah Arendt, c'est l'idée, pour moi ça renvoie, hein, si je fais le lien avec la question de l'éthique, aux deux grands positionnements qui peuvent exister dans des postures éthiques. Vous avez des gens qui sont plutôt sur un versant déontologiste et des gens qui sont plutôt sur un versant conséquentialiste. Les déontologistes vont être sur quelque chose de l'ordre du « il y a une règle ». Je schématise, je fais offense à tous les gens qui ont écrit là-dessus. Mais les déontologistes vont être dans quelque chose de « il y a une règle, la règle s'applique à tous, elle doit s'appliquer, point, terminé ». Et puis les conséquentialistes vont être sur quelque chose de l'ordre du « il y a des choses qui existent », il y a des valeurs qui sont mises en avant, il y a des ensembles de normes pour les faire respecter. Reste que, peut-être que ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir à quelle sera la solution la moins pire, celle qui va, si on continue à discuter avec la dialectique bien-mal, être sur quelque chose qui va maximiser le bien ou minimiser le mal. Mais en partant de cette posture-là, ça laisse entendre, effectivement, vous avez raison, que même minimiser le mal, c'est accepter l'idée qu'il peut y avoir du mal dedans. Merci. Alors, on prend une autre intervention, moi qu'il y en ait d'autres par SMS, non, pas pour l'instant, oui. Une question sur le café social. Est-ce que c'est ouvert qu'aux travailleurs sociaux ou aux parents et travailleurs sociaux? Merci. Non, à tout le monde. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été posé sur des bases où il y avait des travailleurs sociaux, pour voir si ça les intéressait ou pas. Et pour vous donner une idée de la largeur, on a des gens qui viennent du CHS, du SPIP, de la prison, de la protection de l'enfance, donc l'équivalent des départements ici, c'est-à-dire la province, des associations privées, du handicap. Vous avez des gens qui viennent de plein d'endroits différents.
et qui, au départ, aimaient bien l'idée de pouvoir se retrouver qu'entre eux pour pouvoir échanger autour de tout ça. Reste que ce que j'ai pu voir avec eux, c'était l'idée de c'est un café social. Partant du fait que c'est un café social, et bienvenue à venir ici, parce que c'est une démarche qui est gratuite, évidemment, sans adhésion. Les gens y viennent quand ils y veulent. Moi, je prends 4h30 de mon temps par mois pour organiser ces 3 sessions-là, parce que c'est en 3 sessions, hein, 100 personnes, ça ne rentrerait pas sinon dans une seule salle. Et pour le coup, on se retrouve à tous, mais sont bienvenus, évidemment, parents, enfants, supposés bénéficiaires, mais je vais même aller plus loin. Je le fais dans le café social, je le fais même dans les supervisions que je propose. C'est-à-dire que dans les équipes que je supervise, je leur annonce toujours que sont les bienvenus pour venir partager avec nous et réfléchir sur leur situation les premiers concernés, c'est-à-dire parents, enfants, partenaires. Qui bon vous semble à faire venir pour essayer de faire avancer la situation? Merci. Allez, on poursuit. Oui. Alors, merci. Moi, je ne suis pas travailleur social, mais je dirige une association et je me rends compte en vous écoutant que jamais nos financeurs, contrôleurs, auditeurs nous demandent si nous avons bien accompagné avec dignité et respect les personnes. On nous demande si on a fait notre activité, si on a fait des mesures pas trop longues, si on a fait... Enfin voilà, il y a tout un tas d'indicateurs auxquels on répond, mais jamais on ne répond à cette question qui est pour moi l'essentiel de ce qu'on doit faire et qui serait l'essentiel de la qualité de notre intervention, malgré tous les dispositifs de qualité, d'évaluation. Je n'ai pas l'impression qu'on arrive à montrer ça. C'est, en tout cas, pour l'expérience qui a été la mienne, parce que je ne peux parler que de là, c'est assez juste cette affaire-là. C'est-à-dire que les préoccupations n'étant pas forcément toujours les mêmes en fonction de la place qu'on occupe, les attentes ne sont pas les mêmes. Et pour le coup, je sais que j'ai beaucoup de travailleurs sociaux que j'ai accompagnés qui se révoltaient contre la question de « on m'a dit qu'un coup de téléphone efficace, c'est 15 minutes ». Ben, un coup de téléphone de 15 minutes efficace, ouais, ça dépend qui, quoi, en fait, hein. Déjà, si vous m'avez moi au téléphone, c'est sûr, je prends 15 minutes déjà rien que pour me présenter, ça va être long. Et puis en plus, fonction de qui t'as en face et de la situation dans laquelle il est, 15 minutes, tu dois toi lui dire bon, excusez-moi, désolé, rappelez. Non, évidemment pas. Sauf que sur ces choses-là ou sur les statistiques qui sont demandées, combien de personnes vues, combien de temps de mesure, etc., etc. L'idée, en tout cas, ce que je crois, moi, je crois que quelque chose qui peut nous aider à avancer, ça n'est pas quelque chose qui soit simplement une position révolutionnaire, ça de faire face à cette dynamique-là, mais j'aime mieux la proposition qu'en faisait Montaigne, c'est-à-dire le conservatisme séditieux. Le conservatisme séditieux, c'est l'idée de se dire, on veut des statistiques, puisque de la logique financière, on ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les interventions. Il faut des statistiques, pas de problème, mais est-ce qu'on pourrait au moins se mettre d'accord sur le fait que les statistiques, elles doivent refléter le travail fait? Donc, est-ce qu'il est possible qu'en tant qu'intervenant du terrain, on puisse participer à un comité de pilotage, à ce que vous voulez, pour essayer d'élaborer quelles sont les statistiques qui nous semblent le mieux rendre compte du travail qu'on fait dans toute sa complexité. Et pas juste sur les questions qui sont celles qui vous occupent au niveau des financeurs et qui sont tout à fait respectables, mais qui ne traduisent pas de la réalité du terrain. Merci. Est-ce qu'il reste une question? Oui? Alors on prend la question SMS, et puis si vous voulez bien, ce serait la dernière, et on irait vers la conclusion de l'intervention. Alors en se retournant, on arrivera mieux à lire. Mais j'ai mis une journée à le comprendre, ça. Alors, Et je vous remercie de partager avec moi, c'est cool. Ça me donne... Ah mais oui, ça fait partie de mes compétences. Alors on ne va pas se priver quand même. Nous, travailleurs sociaux, sommes formés à repérer, identifier, évaluer les difficultés familiales et éléments de danger. Alors, malgré notre volonté de mettre l'accent sur les compétences et ressources parentales, comment pouvons-nous allier attentes institutionnelles et dignité des personnes accompagnées? Voilà encore une très bonne question, en l'occurrence. C'est vrai qu'on a tous reçu, que ce soit les psychologues, les assistants sociaux, les éducateurs, moniteurs éducateurs, qui vous voulez, TISF, on reçoit tous une formation qui a tendance à formater un bout le regard qu'on va pouvoir porter dessus. Et c'est vrai qu'on est formé à quelque chose, particulièrement dans le champ de la protection de l'enfance, dans quelque chose qui va être
un processus d'évaluation, d'identification de ce qui est un problème. Moi, ce que je vous propose pour essayer de jongler avec la dignité, c'est que plutôt que de se centrer sur le problème que les gens rencontrent, d'essayer d'envisager avec eux c'est quoi la solution. Voire même d'envisager ce qu'ils vous donnent à voir, non pas comme un problème dans l'absolu, en tout cas c'est ce que moi je fais, libre à vous de faire comme vous voulez, mais j'essaie de regarder les choses en me disant que tous les gens que je rencontre ne me font pas part de problèmes, ils me font part de solutions qu'ils ont envisagées et qui ne fonctionnent plus. Puisqu'elles ne fonctionnent plus, c'est un instant de crise n'étant pas quelque chose de péjoratif dans ma tête, mais étant comme une occasion donnée de faire évoluer et de bouger vers autre chose. Je vous dirai quelque chose pour terminer là-dessus que mon frère me renvoie continuellement. Mon frère est tatoueur, donc rien à voir avec le social. Encore que. Non, on va pas se mentir. Peut-être des deux, c'est lui le vrai travailleur social. C'est pas faux. Et mon frère n'arrête pas de me dire « Yvan, t'es pas sérieux. T'en as pas assez de tes problèmes à toi. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête avec des gens qui te racontent que ça va pas? Et en plus, t'es pas content quand il y en a juste un, deux ou trois. Maintenant, tu vas les voir en groupe. Et quand tu vas les voir en groupe, ils se plaignent. Ça va pas. T'es maso, quoi. » Et où je lui disais, tu sais, Julien, la seule différence qu'il y a, c'est que moi, je ne rencontre pas des gens qui ont des problèmes. Je rencontre des gens qui sont engagés, qui ont envie, qui se battent pour que les choses bougent. Et la seule chose que je souhaite en tant que parent, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi, en vrai, hein. C'est très égocentré, j'en ai conscience. Mais la seule chose que je voudrais, c'est pouvoir essayer de quitter le circuit en me disant que je laisse à mes enfants un dispositif qui est, si possible, pas trop plus abîmé que celui que j'ai rencontré quand je suis arrivé. Alors pour eux, pour tous ceux que vous accompagnez, pour moi, pour tous, un immense merci. Lâchez rien. Merci. Merci. Merci à vous.